Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Bonjour et bienvenue à Carte sur table. Ils l'ont fait. On n'y croyait pas, on n'y croyait plus, mais enfin après des décennies de combats, moins de 2 mois après la Chambre des représentants, le Sénat américain a reconnu le génocide des Arméniens. Au total, cela signifie que 94% des élus américains ont décidé que la politique des États-Unis, première puissance mondiale, serait de reconnaître le génocide des Arméniens et de lutter contre sa négation organisée par l'État turc. Le texte de la motion appelle les États-Unis à commémorer le génocide arménien et à rejeter les tentatives d'associer le gouvernement américain à la négation du génocide des Arméniens. C'est un fait sans précédent qui aura sans nul doute des conséquences dans le domaine des relations américano-turques. Revenons un instant sur ce qui s'est passé jeudi soir. Pour une nouvelle fois, la 4e en 2 mois, les sénateurs Robert Menendez, démocrate du New Jersey, et Ted Cruz, républicain du Texas, ont présenté en discussion immédiate la résolution 150 relative à la reconnaissance et la commémoration du génocide des Arméniens. Nous avons appris à connaître cette procédure qui permet à un seul sénateur de bloquer le vote, mais qui ne peut ensuite plus le faire du temps de la législature. Mais cette fois-ci, le 12 décembre, contrairement aux 3 fois précédentes, aucun sénateur, n'a émis une objection permettant son adoption à l'unanimité. Cette victoire historique pour le peuple arménien, on la doit d'abord à la force de conviction de 2 hommes, 2 vétérans du Sénat, 2 poids lourds du Sénat, engagés de longue date et pour des raisons différentes aux côtés des Arméniens, Robert Menendez et Ted Cruz. Robert Menendez qui finit son intervention par un « Je suis heureux que cette résolution ait été adoptée à une époque où il y a encore des survivants du génocide », avant d'être saisi par l'émotion, de s'efforcer de contenir ses larmes et de conclure par un « Eux qui pourront voir que le Sénat reconnaît ce qu'ils ont enduré » et d'enlever son micro pour cacher ses larmes. Ted Cruz, fervent défenseur des chrétiens, qui assène « Ce qui est arrivé est un fait et une réalité indéniable. Pendant 100 ans, le monde est resté muet sur les souffrances et le meurtre du peuple arménien. Avec ce texte, nous disons que c'est la politique des États-Unis de commémorer le génocide des Arméniens. C'est la seule chose à faire, et je suis fier qu'aujourd'hui, nous voyons tous les républicains, tous les démocrates, unis venir en soutien de la résolution Menendez-Cruz. C'est un moment de vérité que nous avons attendu depuis longtemps. Ce vote, on le doit aussi à l'incroyable travail de la communauté arméno-américaine, de ses militants de la cause arménienne et surtout ceux de l'Armenian National Committee of America, l'ANCA, l'équivalent du CDCA, qui depuis près de 40 ans a mené un combat acharné contre le lobby turc à Washington. Un long et lent travail de conviction, souvent face à face, pour convaincre chaque représentant, chaque sénateur de la justesse de la cause arménienne, de la nécessité pour les États-Unis d'être aux côtés de la justice et de la vérité. En France, cette victoire nous rappelle celle obtenue en 1998, puis en 2000, avant que le 29 janvier 2001, il y a presque 19 ans, le président de la République Jacques Chirac et le Premier ministre Lionel Jospin ne publient la loi par laquelle la France reconnaît publiquement le génocide des Arméniens. Une loi menacée par le négationnisme turc et azéri, puisque cette semaine on a appris qu'une question prioritaire de constitutionnalité serait présentée par l'avocat de l'Azerbaïdjan, Maître Pardo, en soutien au négationniste Maxime Gouin, pour demander l'annulation de cette loi au nom de la liberté d'expression. De cela et de tout cela, nous parlerons avec nos invités. Sur ce plateau, Jules Boyadjian, président du CDCA. Bonjour. Invité par téléphone, Elisabeth Chouljian, la directrice de la communication de l'ANCA. Nous aurons également par téléphone pour nous éclairer sur les conséquences géopolitiques de ce vote Frédéric Ancel, professeur de relations internationales et de sciences politiques à la Paris School of Business et à Sciences Po Paris, ainsi que les coprésidents du CCAF, Arat Oranian et Mourad Papazian. Mourad Papazian, par ailleurs membre du bureau mondial de la FA Tachnak-Souchoun. Nouveauté encore ce matin, puisque vous pouvez désormais chaque samedi matin, pour Carte sur table, réagir et poser vos questions à nos invités en utilisant le hashtag sur Twitter HypeFM AYPFM/CST comme Carte sur table, et nous relayerons vos questions et vos commentaires. D'ores et déjà, nous sommes au téléphone, ou par téléphone, bien entendu, ou par téléphone. Pour démarrer cette émission, nous sommes d'ores et déjà en ligne avec Mourad Papazian, donc coprésident du CCAF et membre du bureau mondial de la FA Tachnak-Souchoun. Mourad Papazian, bonjour. Bonjour Harout. C'est une grande et belle victoire de la cause arménienne, dont la FRA et les CDCA méritent une large part. Pourriez-vous nous rappeler la genèse de ce combat ? Oui, bien sûr, c'est une très 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 belle victoire parce que ça vient
couronné, comme vous l'avez dit, près de 40 ans de travail acharné de la part des bureaux de l'ANCA aux États-Unis. Vous le savez, puisque vous avez été un acteur, Harout Mardirosyan, du CDCA, président de longues années. Les CDCA qui ont été créés en 1965 à travers le monde entier par la FRA Tachnasutune avaient pour objectif effectivement de mener l'action politique et diplomatique dans le monde entier, puisque la FRA est présente dans plus de 30 pays du monde entier, sur les 5 continents, avec une force politique, une force militante, une force de frappe au service de la cause arménienne et du peuple arménien. Ça, tout le monde le sait. Mais à un moment donné, nous avons bien senti, enfin les responsables de l'époque ont bien senti qu'il fallait accélérer, qu'il fallait se structurer, qu'il fallait se renforcer et qu'il fallait permettre à la force de frappe de la cause arménienne de bénéficier de structures professionnelles, de structures de lobbying qui pourraient s'inscrire sur le long terme, parce que nous avions face à nous des diplomaties turques à l'époque et azéries dans un second temps qui travaillent ensemble, bien organisées, riches, avec des relais, les relais de l'OTAN, mais également les relais au sein de l'ONU, mais également les relais de leurs relations internationales et de tout ce qu'ils représentaient au Moyen-Orient en termes de perspectives et géopolitiques et géostratégiques et des perspectives économiques avec un marché inépuisable. Et donc on s'est dit que face à cette réalité, il fallait que nous puissions mener le combat de David contre Goliath, mais qu'il fallait que nous puissions structurer David. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, au début des années 80, commencé à mettre en place des structures très professionnelles, et en particulier aux États-Unis avec la création de l'ANC, donc pas seulement à Washington, sur tout le territoire américain, sur les côtes Est et sur la côte Ouest, là où il y avait une utilité à mettre en place un lobbying qui soit un lobbying intense. Et donc nous avons mis en place une structure de très long terme, en fait, enrichie par des permanents, de nombreux permanents de la cause arménienne, mais également des relais de militants, de jeunes qui vont passer aux États-Unis. Et d'ailleurs, Jules Boyadjian pour en parler, parce qu'il a fait partie de cet internship en 2006, et donc la formation de jeunes militants d'avenir de la cause arménienne. Cette structure existe depuis près de 40 ans, et donc il a fallu non seulement la structurer, non seulement la mettre en place, mais il a fallu la financer. Et donc il y a un financement à 3 qui a été mis en place de manière pérenne depuis près de 40 ans. Le Bureau mondial du Tachnasutune, de la FRA Tachnasutune, qui est à l'origine de la création de ces structures de la cause arménienne, puis avec la FRA de l'Est des États-Unis et la FRA de l'Ouest des États-Unis. Donc constitué un board de l'ANCA, en fait, et c'est ce board de l'ANCA qui organise, met en place la stratégie, met en place les financements et renouvelé régulièrement, justement, pour lui permettre d'avoir le souffle long, en fait. J'ai voulu insister sur ce moment-là, parce que c'était visionnaire à l'époque, et toutes les structures ont été mises en place justement pour qu'on puisse arriver en 2019 toujours présent, toujours actif, après avoir tenté de multiples fois en fait de mettre en place cette reconnaissance. Et tout à l'heure on a souligné, vous avez souligné Harout, les deux géants Menendez et Cruz. Mais Menendez et Cruz, ils ne sont pas devenus amis de la cause arménienne comme ça, de génération spontanée, mais ils ont travaillé avec le CDC américain depuis des dizaines d'années, et en fait, autour d'eux, on a réussi à générer des centaines et des centaines et des centaines, en fait, de sympathisants au sein même du Congrès américain, en fait, qui n'attendaient qu'une chose, c'est que ça puisse être mis à l'ordre du jour pour qu'ils puissent finalement le voter.
Voilà, ça a été un long combat. Et moi, je voudrais vraiment saluer, je l'ai fait à plusieurs reprises, moi je les connais très très bien, les responsables des Haïta, des CDCA et de la FRA aux États-Unis, qu'ils soient de la côte Est ou de la côte Ouest. On a fait des dizaines de réunions de travail ensemble. Et je voudrais saluer, en fait, franchement, leur détermination, parce que beaucoup se seraient déjà largement découragés à leur place, et ils ont été déterminés, ils savaient que ça durerait longtemps, ils savaient que c'était compliqué, ils savaient effectivement la force de frappe de la Turquie dans le monde, mais aux États-Unis en particulier, au nom effectivement de l'alliance stratégique au sein même de l'OTAN, et donc franchement, bravo, parce qu'il fallait le faire. Oui, c'est encore une fois une belle victoire qui montre aussi ce travail de détermination. Est-ce que ce travail de détermination, il ne repose pas justement que sur la question du génocide des Arméniens, puisque les Haïta travaillent également aux États-Unis, mais aussi dans le monde, sur le travail de l'indépendance de l'Artsakh, sur l'amélioration des relations entre le pays concerné et l'Arménie, et le développement de l'Arménie. C'est une vraie force de frappe diplomatique au service du peuple arménien. Bien sûr, moi j'ai répété à plusieurs reprises que nous étions la diplomatie officieuse de l'Arménie depuis des dizaines d'années. Et effectivement, les Haïta, restons sur le cas américain, mais qu'on peut élargir à l'ensemble du monde, en fait, travaillent effectivement sur la question de l'Artsakh, et de nombreux États américains ont reconnu déjà l'indépendance de l'Artsakh. Et je voulais vous dire également que sur la question des crédits alloués à l'Arménie, à la République d'Arménie, les bureaux de la cause arménienne sont extrêmement actifs pour que les États-Unis maintiennent effectivement leurs crédits et leur coopération économique avec l'Arménie. C'est une des priorités, effectivement, des Haïtad, des bureaux du Haïtad et des CDCA aux États-Unis et dans le monde également. On n'est pas que sur la question du génocide. On est sur la question de l'Artsakh, on est sur la question du développement économique et social de l'Arménie dans le cadre des relations internationales. Et puis on est également sur tous les sujets qui ont un intérêt avec l'Arménie. Prenons la question de la libéralisation des visas, par exemple, c'est une question sur laquelle nous sommes, parce que nous considérons que c'est au nom de la libre circulation des hommes un impératif pour l'Arménie également. Mourad Papazian, merci. Nous vous retrouvons tout à l'heure parce que nous savons que vous avez une obligation professionnelle. Merci encore pour cette première intervention. Merci à vous, merci. À tout à l'heure. Alors Jules Boyadjian, comme Mourad Papazian vient de l'expliquer, plus jeune, même si vous êtes encore très jeune, vous avez travaillé à Washington avec l'ANCA. Racontez-nous comment se fait au quotidien ce travail de lobbying auprès des sénateurs, auprès des représentants. Tout d'abord, tout d'abord, merci d'inviter, et puis c'est également, je joins ma voix à celle de Mourad Papazian. Effectivement, c'est un grand moment d'émotion pour nous tous. Les États-Unis, c'est pas n'importe quel pays, c'est la première puissance politique, diplomatique, économique mondiale. Beaucoup disaient après la reconnaissance par la Chambre des représentants que ce n'était qu'une manière d'adresser un message à Erdogan et qu'en aucun cas cela aboutirait à une résolution au Sénat. Ceux-là se sont trompés puisqu'il y a eu une résolution au Sénat et c'est un grand moment de bonheur. On est sur un vote extrêmement large à l'unanimité, après un vote extrêmement large à la Chambre des représentants, et c'est quelque chose de très important. La NCA, c'est, Mourad l'a très bien dit, la volonté de la part du parti Tashnak de constituer des structures très fortes de la cause arménienne partout dans le monde. Ça s'inscrit également dans un contexte, celui des années 80, où le parti Tashnak va travailler vers une réorientation de la cause arménienne sur la question du génocide arménien et de la lutte contre la Turquie. À ce moment-là, ouvrir un bureau de la cause arménienne aux États-Unis, proche de la Turquie, avait une dimension stratégique extrêmement forte. Au quotidien, le travail de la NCA, c'est un travail qui prend exemple sur ce qu'il se fait dans le lobbying aux États-Unis au sens large. Vous savez, aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle les caucus, c'est-à-dire que c'est ces commissions qui représentent des intérêts communautaires. Alors vous avez notamment par exemple le lobby noir, par exemple noir américain, afro-américain très très représenté, hispano-américain, et donc avec des organisations très professionnelles. Et en fait, les Arméniens se sont structurés de la même manière et l'ont même fait peut-être un peu mieux que les autres,
puisque il est de coutume de dire que l'action de la cause arménienne aux États-Unis, la représentation de la communauté arménienne des États-Unis est une représentation qui est extrêmement efficace. Elle travaille avec des relais de terrain, là où il y a des communautés arméniennes. Elle valorise les congressmen, congresswomen, sénateurs qui se mobilisent pour la cause arménienne. Et si vous voulez, c'est à la fois un travail de fourmi avec les communautés arméniennes partout aux États-Unis, et c'est également un travail très professionnel avec des relais au sein du Congrès américain. Alors, pour parler de l'ANCA, je vous propose d'écouter en arménien, et nous en ferons un rapide résumé, la toute première réaction qu'a accordée la directrice de la communication de l'ANCA, que vous connaissez bien, Elisabeth Chouljian. Elisabeth Chouljian, qui est un parfait exemple de ce que vous venez de dire, Jules Boyadjian. Cela fait plus de 30 ans qu'elle travaille dans les bureaux de l'ANCA, qu'elle mène au quotidien ce travail de communication auprès de la presse américaine et auprès de la presse mondiale pour faire connaître la cause arménienne. Donc Elisabeth Chouljian qui répond à nos confrères de Yelgir Media. Թողարկումը շարունակելով տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ կապ ենք հաստատել Հույդա Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի մամլոխոսնակ Էլիզաբեթ Չուլջյանի հետ եւ տեսնենք թե ինչպիսի աշխատանքներ են այս ընթացքում տարվել եւ ինչ ընթացքի մեջ է եղել նաեւ Սենատի այս որոշումը, Սենատի բանաձևի ընդունման այս որոշումը։ Բարի լույս, շնորհակալություն մեր խնդրակը չմերժելու համար Տիգին Չուլջյան եւ ամենակարևորը սկսենք առաջին հարցին։ Արդյոք բանաձևը, որ կընդունվի Սենատի կողմից, դա սպասված էր։ Գիտեք ինչ է, Էդգար, պատմական որոշումն էր, որ Սենատը տվավ միացայնությամբ այս բանաձևը անցնելու, եւ իրականության մեջ, երբ որ տեսանք հոկտեմբեր 29-ին, երբ որ ներկայացական դունը մոտ միացայնությամբ անցուց իր բանաձևը, գիտեինք, որ այլևս օրերը համրված են, մինչեւ որ ամերիկյան օրենսդիր մարմինները երկուքն ալ պիտի կարողանան ճշգրիտ ձևով խոսիլ հայկական ցեղասպանության մասին եւ այլևս քրկական կառավարության այսպես ասված վետոն, որ դրած էին ճշգրիտ խոսակցության մասին, ցեղասպանության մասին վերջապես վերացնել։ So գիտենք, որ ի վերջո հայտարարի հաստախումբի եւ մեր քաոտականներու դասնամյակներու ժրաչան աշխատանքի հետավանքով բիդի քար նկատի առնելով ներկայացական դան հաղթանակը, բայց թե ճիշտ երբ պիտի լար ինչ ծեր պիտի առներ հստակ չէր, դեսանք որ 3 շաբթվա վրա 3 անգամ արդեն թեմ գեցողները գեցուցին բանաձևը դեսանք, բայց ամեն անգամին այնքան ծանր էր հագաթարցը մամուլին մեջ հոս Ամերիկայի մեջ անոնց թեման սենատորներուն թեմ որ գեցուցած էին թեմ խոսած էին ցեղասպանության բանաձևին կամ ավելի ճիշտ ասած էին որ շիրակ ժամանակը չէր անցնելու այդ բանաձևը հստակ էր որ այլևս օրերու հարց պիտի լար թե եթե այսօր չլար քալ շաբաթ պիտի լար եւ անշուշտ պատմական որոշումը այսօր միացայնությամբ անցավ Իրավի պատմական այս որոշման մասին կուզենայի խոսեի եւ ձեր աշխատանքների, որովհետեւ այս ընթացքում նաեւ դուք մեծ աշխատանքներ եք տարել հայդատի գրասենյակը։ Well, գիտեք ինչ է Էդգար ասիգա աշխատանք մնե որ այդ մեր քաոտականներու հերացայինները դայներով աշխատանքը որ գուկա տասյարագելու սենատորները հայկական ցեղասպանության մասին աշխատակցելով իրենց Քաոտի մագարտագի վրա, նահանգի մագարտագի վրա եւ հիմա տաշնակցային մագարտագի վրա այս հարցի գծով ասի մեկ օրվա, մեկ շաբթվա, մեկ ամսվա, մեկ դարվա աշխատանք չէ, ասի դասնամյակներու աշխատանք է, սերունդներու աշխատանք է, որ շարունակականորեն այս նյութը վարբահած են, շարունակականորեն աշխատած են որբեսի քայլ առ քայլ դարբեր մագարտագներու վրա հայկական ցեղասպանությունը հստականա, պատմությունը ճշգրիտ ձևով ներկայացվի այս ընդրված ներկայացուցիչներու կողմէ, սենատորներու կողմէ եւ ի վերջո հասանք այս փուլին, երբ որ սենատը կարողացավ միացայնությամբ այլևս մերժել Թուրքիո ժողովրդական խոսքերը եւ յետ առնել իր որոշումին բերել անցամբ որոշել Ամերիկայի քաղաքականությունը հայկական ցեղասպանության հարցի գծով։ Հարցի մեջ ինչ փոփոխություն բերեց այս բանաձևը։ Well, մի քանի բաներ հոս։
Գիտեք, նախ եւ առաջին անգամ դե ինչպես ասենք որ սենատը այս բանաձևը անցուցած է։ Բանաձևը ինչ գսե։ Գսե որ ամերիկյան կառավարությունը պետք է ունենա մնայուն քաղաքականությունը հայկական ցեղասպանության ճանաչման գծով։ Բանաձևը գսե որ պետք է այլևս վեճ տանք Ամերիկայի մեղսակցության թրքյո մեժման աշխատանքներում։ Եվ բանաձևը գսե որ այս բանաձևեն հայկական ցեղասպանության բացությունն սորվելով մենք պետք է օգտագործենք հաջորդ սերունդները ինչպես կանխել այլ ցեղասպանություններ։ Ուրեմն այս բանաձևը ծևումը վերջ կուտա ինչ որ 100 տարվա ընթացքին թուրքական կառավարությունը հաջողած էր ինքը որոշել թե Ամերիկայի ասպարակային սենատի գեցվածքը ինչ պիտի լա ցեղասպանության մասին երարինք որպես ամերիկացի հբարդեմ որ այլևս ուրիշ երկիրը օդար երկիրը ցեղասպանություն կորձող երկիրը չի ճշտեր թե Ամերիկայի քաղաքականությունը ինչ պիտի լա այս տեսակի հիմնական քաղաքական հարցի գծով մյուս կողմեն որպես հայ անշուշտ կարևոր է որ Ամերիկա որևէ մեկ ամերիկահայի որ մեր կառավարությունը ճիշտ ծավով արդացել է հայոց պատմությունը եւ ուրեմն այս երկու հաղթանակները ներկայացական դան եւ սենատի հաղթանակներուն վերջ կշարունակենք աշխատանքը գործադիր մարմինի վրա նախագահին վրա որբեսի այլև որ հիմա ալավելի մեգուսացված է իր ցեղասպանության այսպես մեղսագից լալու աշխատանքներուն այսինքն Թուրքիո մեժման մեղսագից լալու եւ այդ օրերը վերջ պետք է դան եւ այդ մեղսակցության օրերը համրված են այլևս որովհետեւ երբ որ ունենաս այս տեսակի միացայնությամբ փանացեվի որտեքրում եւ մոդ միացայնությամբ որտեքրում ներգաղթական դան մեջ այլևս այդ գեցվածքը բահելը ցեղասպանության մեժման մեղսագից դառնալը այլևս շատ ավելի դժվար կլա բայց պետք է շարունակենք այդ ճնշումը փանեցնել սպիտակ տան վրա նախագահին վրա գործադիր մարմինին վրա մինչև որ ի վերջո վերջ տանք այլևս Թուրքիո այսպես վետոին Ամերիկայի քաղաքականության ցեղասպանության քաղաքականության գծով Ինչ է սպասվում այս բանաձևին հետագա քայլերը որոնք են լինելու Well, մի քանի բաներ հոս նախ անշուշտ սպիտակ տունը վերջտալ սպիտակ տան քաղաքականության որ 1001 դարբեր ցևորով ներկայացնե ցեղասպանությունը բացի իր ճիշտ ցևը որպես ցեղասպանություն ասիգա այդ աշխատանքը սենատի եւ ներկայացական դան զուգահեռ կշարունակվեր բայց այսօր շատ ավելի թյուրացավ որովհետեւ գտեսնենք որ օրենսդիր մարմինը այնքան ճախճախիչ մեծամասնությամբ եւ սենատի բարակային միացայնությամբ կարողացած է վերջ տալ այդ քաղաքարահոսությամբ բայց շատ ավելի թռներ կփանա այսօրվա հաղթանակը լա դիգա օրինակի համար ցեղասպանության ուսուցման հարցի գծով դյուրանան աշխատանքները դլայնվին մեր աշխատանքները որ կարողանանք մեր Ամերիկայի դպրոցներուն մեջ հայկական ցեղասպանության ուսուցումը ընդլայնել մոտավորապես 12 նահանգ ներկայիս դասավանդե հայկական ցեղասպանության մասին պետք է 50 նահանգները դասավանդեն այդ նյութին մասին դենա նաև դարկ մտուրեր փանալ երբ որ խոսենք հադություններու գծով երբ որ խոսենք թադական դարբեր թադերու գծով գապված հայկական ցեղասպանության ուրեմն ներկայիս այս հաղթանակները դինային Աբակայի հաղթանակներու գծով լա տասիրագության մեջ ցեղասպանության գծով լա թադական հարցերու շուրջ վերջո իսկապես արդարություն առաջ բերելու հայկական ցեղասպանության այս ոճիրը բարասխանատուներուն իրենց արդարության բերելու Բարի Արդյոք կարող է այս բանաձևը կամ ցեղասպանության մասին խոսելը ցեղասպանության թեման սպիտակ տուն օգտագործի իր քաղաքական նպատակների համար Գիտեք, երբ որ գիտենք որ վերջին 100 տարվան ընթացքին թուրքական կառավարությունը քաղաքականությունը օգտագործած է ջնշում փանեցնելու Ամերիկայի վրա, ջնշում փանեցնելու սենատին եւ ներգաղթական դան վրա, որովհետեւ մեղսագից դառնան այս երկու քվեներով ի վերջո
այլևս սենատորները եւ ներկայացական անդամները ասին մենք ենք որոշողները շատ կարեւոր քայլ է ասիկա ամերիկայի քաղաքականության համար ոչ միայն հայական ցեղասպանության հարցի գծով այլ ընդհանրապես որովհետեւ ի վերջո օդար երկիրը պետք չէ ճիշտ է այս տեսակի հիմնական մարդկային իրավունքներու հարցի գծով դեսագետը ամերիկայի քաղաքականությունը պետք չէ ճիշտ է so իրականության մեջ ասիկա Թուրքիո քաղաքականության թեմ հսկայական հարված մներ Շատ բարի Եթե խոսենք նաև այս ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին վերջին 1 տարվա ընթացքում ինչ աշխատանքներ են կատարվել Գիտեք ասիկա ինչպես ասի շարունակական աշխատանք է Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը իր 50-ն ավելի մասնաճյուղերով իր անդամներով Ամերիկայի 50 նահանգներուն մեջ հայկական ցեղասպանության բանաձևի անցնիլը ամենակարևոր իր քաղաքական աշխատանքներուն մեջ դրած է գողքին Ամերիկայի եւ Հայաստանի գաբերու սերացման ադոր գողքին նաև Արցախի եւ Ամերիկայի միջև գաբերու սերացման եւ Արցախի անվտանգության աշխատանքներուն եւ աշխատանքներուն մեջ կան 100,000-ն ավելի հայրենիներ որոնք միշտ շարունակական ծևով Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբին հետ աշխատին լադիգա իմեյլով, հեռացայնային գաբերով իրենք կգապվին իրենց սենատորներուն հետ, կգապվին իրենց կոնգրեսականներուն հետ հանդիպումներու միջոցով լադիգա իրենց նահանգներուն մեջ կամ Լահոս Վաշինգտոնի մեջ այս նյութը փերած են եւ Թուրը բացած են այն պետք եղած թաստրակչական աշխատանքը դարած են որ հասնենք այս տեսակի հաղթանակներով այսօր որ անշուշտ հիմքը գլա աբակահան հաղթանակներով Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի այցից հետո կարծես իրավիճակը փոխվել էր ինչ տեղի ունեցավ սենատում Գիտեք սենատ բանի ընթացքին իր այցին ընթացքին հստակացավ մի քանի օր վերջ որ սենատորները շատ գարցրեցով խոսած էին նախագահ Էրդողանին հետ ասելով որ իր գեցվածքը լա Սուրիո հարցակումի գծով լա Ռուսիայեն S400 ռազմամթեր կնելու գծով որ ասոնք համտուժելի չէին այնպես կտվեր որ նախագահ Թրամփը գուսար որոշ հարաճիմություններ առաջ բերել եւ իրականության մեջ շատ չերմեր այդ մամլո ասուլիսը որ դեմոնիացավ սպիտակ մեջ բայց մեր հարաբերություններուն ընթացքին սենատորներու հետ հստակացավ որ այդ հանդիպումները սենատի ղեկավարներու հետ շատ ծանր էին եւ անգամ եւս պատճառ դարձավ որ սենատորները արդար ծևով առանց թրկական ճնշման նային հայկական ցեղասպանության հարցին եւ ի վերջո հասանք այսօրվա հաղթանակին Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ մեր խնդրակը չմերժելու եւ մեր հարցերին պատասխանելու համար իդեպ ամբողջ հայ ժողովրդի անունից ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Հոիդա Ամերիկայի հայտարարի հանձնախմբին իր կատարած աշխատանքների համար Շատ շնորհակալ եմ Alors vous venez d'entendre Elisabeth Chouljan la directrice de la communication de l'ANCA qui répondait aux questions de nos confrères de Yergil Media. Alors Elisabeth Chouljan, ce n'est pas une traduction complète, ce sont juste quelques éléments, je tiens à le préciser. À la question « Était-ce une décision attendue ?», Elisabeth Chouljan a indiqué qu'après le vote à une très large majorité le 29 octobre de la résolution à la Chambre des représentants, les jours étaient comptés pour que le Congrès dans son ensemble et le Sénat rejoignent cette position. Nous savions qu'après des dizaines d'années de travail, ce jour allait arriver, mais nous ne savions pas quand exactement. Quand nous avons vu la mobilisation de la presse et de l'opinion publique, chaque fois qu'un veto a été mis au cours des 3 dernières tentatives, nous savions que ça ne pouvait pas durer bien longtemps. Ce n'était qu'une question de jours. Ce n'est pas un travail de quelques jours, mais un travail de fond de plusieurs dizaines d'années. C'est un travail pas à pas, quotidien, pour arriver à ce résultat d'une unanimité de l'ensemble des sénateurs. L'ANCA est présent dans les 50 États américains et dans chaque État, nous avons des militants qui se sont mobilisés et des centaines de milliers de sympathisants qui ont envoyé des mails, qui ont écrit à leurs sénateurs, qui ont téléphoné à leurs sénateurs et qui leur ont posé des questions lorsqu'ils les rencontrent régulièrement. À la question qu'apporte ce texte, Elisabeth Chouljan met en avant que c'est d'abord une réappropriation par les sénateurs américains de la politique de leur pays. Par ce vote, ils indiquent que c'est aux États-Unis de définir leur politique et qu'ils n'acceptent plus qu'un État étranger, en l'occurrence la Turquie, leur impose ce qu'ils doivent dire.
Maintenant, nous allons poursuivre ce travail sur le président, a-t-elle déclaré, avec désormais un argument de poids, puisque nous avons ces 2 résolutions de la Chambre des représentants et du Sénat. Cette motion va aussi nous faciliter la tâche dans l'enseignement du génocide des Arméniens dans les écoles, les collèges et les universités, mais aussi sur la question des réparations, quand nous introduirons des recours en justice pour obtenir réparation. Voilà le bref résumé de ce que vient de dire Elisabeth Chouljian. Je voudrais rappeler que vous pouvez réagir et poser vos questions sur Twitter via le hashtag hypefm/carte-sur-table-CST. Vous pouvez également nous appeler au 01 43 53 20 74, 01 43 53 20 74, et que nous avons sur ce plateau donc Jules Boyadjian. Jules Boyadjian, vous venez d'entendre Elisabeth Chouljian. Est-ce que vous, de votre côté, vous attendiez à une victoire au Sénat aussi rapide ? Moi, je m'y attendais parce que j'ai l'optimisme de la détermination, donc je m'y attendais évidemment. Elisabeth Chouljian, c'est une extraordinaire militante de la cause arménienne que j'ai bien connue en 2006. En 2006, on était extrêmement mobilisés et il y avait déjà Bob Menendez qui jouait un rôle important au moment de la nomination et en fait, en réalité, de la non-nomination de l'ambassadeur des États-Unis en Arménie, Richard Hoagland. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait son prédécesseur à M. Hoagland qui, au cours de plusieurs déclarations, reconnaissait le génocide des Arméniens et de ce fait entrait en contradiction avec la politique des États-Unis et donc avait été rappelé à ce titre-là. Et nous avions fait l'ANC avait fait toute une campagne pour promouvoir cet ambassadeur, et puis au moment de la nomination, de la préparation de la nomination d'un nouvel ambassadeur, avait entrepris toute une démarche, tout d'abord en commission, puisque les ambassadeurs passent par les commissions des affaires étrangères des chambres, et avait transmis un certain nombre de questions à des congressmen pour l'interroger sur son interprétation des événements en 1915. Et au cours de c'est la méthodologie de travail de la NCA, énormément de questions, et Richard Hoagland apparaissait comme en contradiction lui aussi avec la politique des États-Unis, non pas en reconnaissant le génocide des Arméniens, mais en niant l'existence même des massacres. Et Bob Menendez avait porté son veto à la nomination de Richard Hoagland, et il faut savoir qu'il y a eu 3 ambassadeurs depuis la Seconde Guerre mondiale américains qui avaient fait l'objet d'un veto. Puis les élections passent, Bob Menendez est réélu pour 6 ans, et le département d'État américain dit « c'est bon, il avait des difficultés pour se faire réélire, il a été réélu, je vais reproposer Richard Hoagland pour être ambassadeur des États-Unis en Arménie ». Et là, Bob Menendez fait sa déclaration en avril, le 24 avril 2007, où il dit « je porterai mon veto jusqu'à ce que, à chaque fois que le département d'État américain présentera la nomination de cet ambassadeur, parce que le propos qu'il a tenu en commission est juste inacceptable. » Et c'était l'une des premières fois où les États-Unis, l'ANCA, avait fait reculer le département d'État américain. C'était déjà avec Bob Menendez. Alors justement, on a fait reculer l'administration américaine, mais est-ce qu'on peut considérer que cette résolution, c'est une des questions qui arrive là sur Twitter, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit d'une défaite pour Erdogan et la Turquie ? C'est une immense défaite pour Erdogan et la Turquie. Il ne vous a pas échappé qu'entre le passage à la Chambre des représentants et le passage au Sénat, il y a eu une rencontre entre Erdogan et Trump. Il ne vous a pas échappé non plus que des sénateurs proches de Trump ont mis leur veto au fait de poser cette question à l'ordre du jour du Sénat. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un vrai recul pour Erdogan, qui est, on peut le dire, plutôt une bonne relation avec Trump. Et Aram Amparian, qui est le directeur de l'ANCA et qui travaille avec Elisabeth, que nous venons d'écouter, l'a dit très clairement, nous nous réorientons désormais, la pression est désormais mise sur la Maison-Blanche pour que Trump, désormais, la pression est maximale sur lui pour qu'il reconnaisse le génocide arménien le 24 avril prochain. Et d'une certaine manière, c'est Erdogan qui, par prescription, est mis en très très grande difficulté. Alors, sur ces conséquences géopolitiques de ce vote, je vous propose d'écouter maintenant Frédéric Ancel, professeur de relations internationales et de sciences politiques à la Paris School of Business et à Sciences Po Paris, qui répond aux questions de Henri Papazian pour HypeFM, puisqu'il est actuellement en déplacement, et il a accordé cette interview à HypeFM hier soir. Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour.
Après la Chambre des représentants qui s'était prononcée donc à une large majorité au début du mois, le Sénat américain a voté avant-hier à l'unanimité une résolution de reconnaissance du génocide des Arméniens. Pensez-vous que le président Trump va emboîter le pas des parlementaires américains? Non, la réponse est non pour deux raisons. D'abord parce que aux États-Unis, c'est l'exécutif, c'est-à-dire la présidence des États-Unis, bien évidemment, qui pèse de toutes ses prérogatives sur les questions de défense et d'affaires étrangères. Et là, pour le coup, évidemment, on peut considérer que ça a une dimension mémorielle, mais ça concerne très immédiatement les affaires étrangères, et en plus, ça concerne particulièrement un État allié de l'OTAN. Donc je pense que le président Trump, qui tout de même connaît les prérogatives présidentielles, sait que si lui reconnaît le génocide arménien très officiellement, alors là, ça ouvrira la porte à des conséquences de type juridique, diplomatique, fondamental. Ce n'est pas le cas pour la Chambre des représentants. Tout important, soit le Sénat d'ailleurs. Et vous avez raison de rappeler que là, cette fois-ci, c'est le Sénat qui s'y est mis. Donc je pense qu'il ne le fera pas pour des raisons structurelles, et il ne le fera pas non plus pour des raisons conjoncturelles, puisque on a bien vu que le président américain avait fait preuve d'une très grande complaisance, et le mot est faible, vis-à-vis de la Turquie, y compris lorsque ce pays a indûment et illégalement envahi le nord de la Syrie en y chassant brutalement, pourtant, ceux qui avaient été les alliés des Américains. Donc, manifestement, d'un point de vue ne serait-ce que conjoncturel, ce président-là ne le fera pas. Mais ça ne veut pas dire que ce qui s'est produit n'a pas d'importance. Ça a une importance tout à fait considérable, notamment parce que, vous avez bien fait le souligner, ça s'est fait à l'unanimité. Donc là, on est plus sur un clivage démocrate-républicain, et je pense que ça devrait tout de même faire réfléchir le président Trump quant à des gages, ne serait-ce que rhétoriques ou sémantiques, qu'il devrait donner au peuple arménien, parce qu'on n'est pas loin d'une élection présidentielle, et il craint comme la peste la division, et notamment la division au sein même de son camp républicain. Oui, vous savez que, comme chaque année, le 24 avril, tout le monde a le regard tourné vers les États-Unis en attendant que le président des États-Unis fasse une déclaration vis-à-vis des Arméniens qui ont été génocidés. Et tous les ans, on tourne autour du terme génocide sans pour autant pouvoir le prononcer clairement. Donc, cette année non plus, j'imagine. Non, c'est ça le problème. C'est que, alors vous avez raison de rappeler que on tourne autour du pot. D'ailleurs, Barack Obama et Donald Trump lui-même ont employé des mots à certains égards un petit peu plus forts que ceux qui avaient été employés auparavant, mais vous avez raison, il est toujours très ambigu. Mais pour une raison très simple, en droit international, et vous le savez très bien, l'emploi du terme même de génocide implique des conséquences et un comportement parfaitement clair par rapport aux autres crimes de guerre ou même par rapport à d'autres crimes contre l'humanité. Autrement dit, ce 24 avril, bien sûr qu'il va être scruté plus que jamais, bien évidemment qu'il va tenter de trouver une énième contorsion, une circonlocution pour employer tous les termes les plus virulents, sauf celui de génocide, du moins c'est ma crainte, c'est ma conviction, malheureusement, pour des raisons qu'on a vues il y a un instant. Néanmoins, encore une fois, ce qui s'est produit est vraiment très important. Le fait que que la Commission Affaires étrangères du Sénat, voilà déjà une petite dizaine d'années, avait adopté cette résolution. Je me souviens, c'était à une voix près quand même, et puis ensuite qu'il y ait eu ce renforcement à la fois chez les démocrates et chez les républicains de cette nécessité, ça c'est quand même très important parce que ça va finalement obliger quelque part, au sens étymologique du terme, les futurs candidats, y compris d'ailleurs quelque part Trump, mais en tout cas ses successeurs, à se positionner de manière de plus en plus claire. Oui, alors si on considère que la Chambre des représentants plus le Sénat se sont prononcés clairement, c'est-à-dire le Congrès américain en fait, oui. Est-ce que vous pensez que tout ça peut avoir des incidences réelles sur les relations entre les États-Unis et la Turquie? Alors non, parce que le président turc Erdogan n'est pas idiot. Il va pas commencer à ruer dans les brancards en traitant de tous les noms d'oiseaux. Il en serait bien capable moralement, mais politiquement, il va pas commencer à traiter tous les noms d'oiseaux. On a eu bien pire que ça de lui, hein. Mais bien sûr, et encore récemment. Non mais je suis d'accord. Simplement, si vous voulez, on peut être fanatique et pas complètement idiot. C'est-à-dire que là, on a affaire à quelqu'un qui sait très bien que les 100 sénateurs américains sont les 100 hommes les plus puissants du monde, juste derrière le président américain. Bon, donc et que c'est fait, ce qui est fait est fait. Donc évidemment, on va avoir droit à toute une série de propos peu amènes. Mais si vous voulez, les relations, j'imagine pas un seul instant
qu'Ankara aujourd'hui disait, puisque c'est comme ça, eh bien, nous allons rompre telle ou telle relation, nous allons établir vis-à-vis des États-Unis. D'abord, c'est idiot parce qu'on a affaire à Lilliput par rapport à Gulliver, donc ça, il n'y a aucun moyen de rétention possible de la part de la Turquie, d'une part. D'autre part, parce que, encore une fois, ce n'est pas le président qui l'a dit. Ce n'est pas le président qui l'a dit. Or, celui qui mène fondamentalement la politique étrangère américaine, c'est le président des États-Unis. Et il faut ajouter que Trump, encore une fois, je le répète, a été super complaisant avec M. Erdogan il y a quelques mois et quelques semaines, et qu'il continue à le faire. Et par conséquent, je n'imagine pas un seul instant Erdogan, j'allais dire, casser la vaisselle ou casser son jouet comme un gamin morveux. C'est pas possible, parce que ce n'est pas dans l'intérêt aujourd'hui de la Turquie. Il peut toujours jouer sur le fait que, encore une fois, ce n'est pas la tête de l'exécutif qui l'a fait. Par contre, on se demande que si ce changement qui est intervenu aux États-Unis aura-t-il une incidence ou pourra-t-il infléchir la position du gouvernement israélien sur le génocide des Arméniens? Alors, il y a trois choses à dire pour vous répondre. D'abord, la première, c'est que, comme vous le savez, il n'y a pas de gouvernement israélien. Et il n'y en aura pas avant au moins avril-mai 2020, si des élections ont bien lieu de nouveau début mars, comme c'est vraisemblablement le cas. Ça, c'est la première chose. Et le gouvernement Netanyahou, il est toujours en place, mais il expédie les affaires courantes. La deuxième chose, c'est que les gouvernements israéliens ne sont pas nécessairement inféodés aux gouvernements américains et moins encore à ce que décide, notamment sur le plan symbolique, sur le plan déclaratoire, le Congrès. Donc ça peut être un plus, mais en tout cas ça ne l'est pas automatiquement et certainement pas sur le plan institutionnel. En revanche, là où c'est très important, c'est sur un certain nombre d'hommes politiques ou de femmes politiques en Israël qui considèrent ou qui considéreront dorénavant que ne serait-ce que pour ne pas irriter les congressmen américains, qui quand même, notamment les sénateurs, qui ont voté à l'unanimité pour la reconnaissance du génocide arménien, il vaudra mieux être dans les clous en quelque sorte. C'est-à-dire, finalement, même si ils ne sont pas forcément très très convaincus ou qu'ils ne connaissent pas très bien cette question, bien certains hommes politiques israéliens, certains élus israéliens seraient tentés à ce moment-là pour plaire en quelque sorte à leurs congénères américains, d'y aller, alors qu'ils ne seraient pas nécessairement allés de manière spontanée. Vous voyez, donc je vous dirais que c'est pas pour tout de suite, c'est pas automatique, mais c'est un vrai plus parce que il y a quand même en Israël le sentiment, justifié d'ailleurs, que le Congrès américain pèse d'un poids extrêmement important, et en particulier sur les affaires proche-orientales, et que de toute façon, ne serait-ce que pour cette raison-là, s'il faut y aller, faut y aller. Voilà, c'est la raison pour laquelle c'est bien. C'est une chose positive, même du point de vue israélien. Très bien. Écoutez, on va attendre le mois de mai, donc pour voir comment se détermine le gouvernement israélien, le nouveau gouvernement israélien. Avant de nous quitter, Frédéric Ancel, je sais que vous avez tous les ans le projet d'organiser des assises du négationnisme, et vous le faites encore cette année. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, en l'occurrence, les assises contre le négationnisme. J'ai bien compris que c'était le sens de votre question. Je les ai écrits il y a 10 ans, et cette année, donc pour le 10e anniversaire, pour la 10e édition des assises nationales contre le négationnisme, on l'organise d'abord au Sénat, dans la grande et belle salle Médicis, d'une part. D'autre part, elle a lieu le 10 janvier toute la journée, donc de 9h30 à 17h30. Il y aura la présence effective et une allocution du ministre Jean-Michel Blanquer, 2 tables rondes d'historiens toujours très intéressants et qui vont couvrir bien évidemment l'intégralité des grands génocides du XXe siècle, et puis l'après-midi sera consacré au témoignage de Benjamin Orenstein, 94 ans, qui est l'un des derniers rescapés d'Auschwitz en France, et ça devrait être un moment très très chouette, très important. Je vous recommande donc, et je recommande bien sûr à vos auditeurs de venir. Alors simplement, au Sénat, il faut montrer patte blanche, il faut s'inscrire, donc que vos auditeurs s'en remettent à vous, et puis bien évidemment vous me donnerez les noms, les prénoms, date de naissance, enfin bref, les pièces d'identité photocopiées ou scannées, c'est l'idéal, et j'enverrai tout ça au Sénat, et bien sûr je garderai de bonnes places pour vos auditeurs, comme chaque année. Ça va être un très très beau moment de lutte contre le négationnisme. Ce sera avec plaisir, et bien nous nous retrouverons donc le 10 janvier. À bientôt, merci Frédéric Ancel. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
C'était donc Frédéric Ancel qui a pu faire un tour d'horizon géopolitique sur lequel nous ne reviendrons pas. Je vous rappelle donc, vous pouvez toujours réagir par téléphone au 01 43 53 20 74 ou par Twitter sur le hashtag hypefm/CST comme carte sur table. Nous avons en ligne les coprésidents du CSAF, Arat Oranian et Mourad Papazian. Alors je crois que nous avons d'abord Arat Oranian. Arat Oranian, bonjour. 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 Alors, en ce jour heureux, avez-vous été, vous, surpris de la chute de la digue négationniste américaine, comme l'a dit Jules Boyadjian? Très sincèrement, oui. Très sincèrement, oui. Je pensais que nous allions assister à un énième remake d'une résolution à la Chambre des représentants sans ratification. Et je dois dire que compte tenu en particulier de la relation très forte entre Erdogan et Trump, je voyais pas le Sénat républicain approuver cette résolution. Donc effectivement, pour moi, ça a été, je reconnais, une vraie surprise et évidemment une agréable surprise. Et pensez... Maintenant, ça pose effectivement la question sur le plan politique en dehors de tout ce qu'on peut dire comme dans le registre du contentement au niveau politique, de savoir pourquoi le Sénat américain à majorité républicaine a voté cette résolution et s'il l'a fait avec ou sans l'accord, le consentement du président de l'exécutif américain, qui est le chef de la diplomatie des États-Unis. Oui, et d'ailleurs, il semblerait que ce soit fait sans avec l'opposition de la Maison Blanche. Donc il semblerait, d'après les informations que l'on a venant de l'ANCA, que ce soit fait qui le matin même cherchait encore un sénateur pour s'opposer à la résolution et qui finalement ne l'a pas trouvé et tous les sénateurs se sont dérobés face à la demande très pressante de la Maison Blanche. C'est d'ailleurs ce que dit la presse américaine et le New York Times lorsqu'il relaie l'information selon laquelle le Sénat reconnaît le génocide des Arméniens. Il souligne que c'est avec l'hostilité du président Trump. J'avais bien noté en effet que les trois sénateurs républicains qui avaient fait le sale boulot, si je peux dire, qui étaient montés au créneau pour bloquer la résolution, avaient tous fait des résolutions, avaient tous fait des déclarations en disant que c'était la dernière fois et qu'on ne les y reprendrait plus, qu'ils l'avaient fait vraiment en mission commandée, mais que ça ne correspondait pas à leur conviction réelle sur la question. Ils l'ont tous dit, les trois, Lindsey Graham et les deux autres. Est-ce que vous pensez que justement, quelles pourraient être les conséquences sur la Turquie de ce vote? Pourra-t-il y avoir une forme de radicalisation? Ça va-t-il, un peu comme l'évoquait Frédéric Ancel juste avant vous, jeter un peu plus Erdogan dans les bras de Poutine? C'est possible. Là, on va laisser les spécialistes de la géopolitique essayer d'analyser la question et de faire des prospectives. Moi, ce que je vois, c'est que ça rehausse encore un petit peu plus la question du génocide à l'échelon planétaire, et donc y compris en Turquie. Et que ça va devenir de plus en plus compliqué pour la population turque en particulier de faire comme si cette question n'existait pas. Maintenant, elle est devenue encore plus avec ce vote un enjeu des relations internationales, et donc elle était déjà un enjeu particulier de la diplomatie de la Turquie, parce qu'elle était vraiment considérée, la lutte contre ce qu'ils appellent les délégations de génocide faisait partie des priorités de la politique étrangère d'Ankara. Mais là, on atteint un niveau où ça, au-delà de la sphère politique, ça touche à l'opinion publique internationale, puisque ça a été aussi largement relayé par la presse partout. Donc ça va percuter directement l'opinion turque, et j'ai bon espoir, je voudrais en tout cas qu'une des conséquences positives de ce vote se traduise par une nouvelle prise en compte, un nouvel échelon franchi par l'intelligence turque et par ce
qu'il y a en Turquie, qui peut rester en Turquie dans la population turque de positif, en faveur de cette question de la reconnaissance du génocide, qui est, selon toutes les forces progressistes et les intellectuels du pays, un des moyens, une des conditions d'une vraie démocratisation de cet État totalitaire. Un État totalitaire, un État négationniste également, puisque Ala Toranian, vous le savez bien, cette semaine vous étiez encore devant le TGI de Paris, vous êtes harcelé par le négationniste Maxime Gouin. Cette utilisation, malgré la loi du 29 janvier 2001, malgré, et même on pourrait dire aux États-Unis de la même façon, on sent que la Turquie est vent debout et veut faire annuler partout ces reconnaissances. Oui, alors en effet, il ne vous a pas non plus échappé que quelques jours avant ce vote, en fin de semaine dernière, justement après peut-être celui de la Chambre des représentants, la Turquie a mis en place un site officiel de négationnisme du génocide arménien, avec en gros en page d'accueil une photo de M. Erdogan, et avec aussi des déclarations du ministre des Affaires étrangères turc en disant que la Turquie allait relancer cette fameuse lutte contre les allégations de génocide ou de politisation de l'histoire, qui est quand même un petit peu savoureux, de la part d'un État qui, le premier au monde, a créé un institut d'histoire officielle turque hautement politisé, puisqu'il s'agit de la thèse d'État négationniste qui est devenue la seule thèse possible dans ce pays. Donc oui, il y a une radicalisation de l'État turc, mais elle peut aussi être interprétée comme le chant du cygne. C'est un combat qui devient de plus en plus un combat, pour employer un terme américain, de loser. C'est-à-dire, il va d'échec en échec, un peu comme d'ailleurs Maxime Gouin, qui pavoisait il n'y a pas si longtemps sur les réseaux sociaux, qui se montrait extrêmement arrogant contre l'ensemble des rescapés du génocide. Il se jouait d'eux d'ailleurs comme un professionnel du négationnisme face à des amateurs qui invoquait la réalité du crime en parlant de l'histoire de leur grand-mère. Eh bien, il a un peu perdu de sa superbe puisqu'il a essuyé 6 défaites consécutives devant la 17e chambre correctionnelle de Paris. Donc il a recommencé une nouvelle fois, cette fois-ci contre moi et les Léquians, le 10 décembre dernier. Très symboliquement et très courageusement, d'ailleurs, il ne s'est pas présenté à l'audience. Pourtant, c'est lui qui a intenté ce procès il y a 3 mois. Il a profité de l'occasion pour demander à ce nouvel avocat, Maître Pardo, qui n'est autre d'ailleurs que l'avocat de l'Azerbaïdjan, comme c'est curieux, les choses se précisent, de déposer une question prioritaire de constitutionnalité, contre quoi? Évidemment, contre la loi du 29 janvier 2001 reconnaissant le génocide des Arméniens. Ça n'a pas ça ne nous a pas beaucoup impressionné, ça n'a pas du tout impressionné la défense, Maître Leclerc, qui, dans l'heure, a déposé 3 pages de conclusion montrant la faiblesse de l'argumentaire et son côté hautement opportuniste et très peu fondé sur le plan juridique en tout cas. Alors, Ala Toranian, merci de ces éclaircissements. Un point, vous qui dirigez un journal qui est donc sensible à la presse avec Nouvelles d'Arménie, on a remarqué que cette fois-ci, même si la dépêche de l'AFP relatant la motion du Sénat comportait encore des guillemets, la plupart des journaux français les ont enlevés dans leurs éditions. En fait, on le voit, le combat pour la reconnaissance et contre la négation de la Turquie, c'est un combat de tous les jours, y compris en France. Oui. Bien sûr, c'est un combat de tous les jours. Évidemment, comme vous l'avez sans doute souligné, il faut saluer le travail non seulement des militants, non seulement des lobbies, des lobbies, je n'aime pas beaucoup ce terme, des militants de la cause arménienne un peu partout dans le monde, en particulier aux États-Unis, toutes tendances confondues, parce qu'on sait qu'il y a également plusieurs lobbies aux États-Unis de ce type. Et puis c'est tout ce travail c'est aussi le poids de la communauté arménienne dans ces pays d'accueil, en France, aux États-Unis, en Californie, on l'a vu, toute cette mobilisation qu'il y avait eu, en particulier il y a encore quelques mois avec la visite de Pachinian dans ce pays. Toute cette unité, tout ce travail qui vient d'être récompensé, le poids également de l'Arménie en tant qu'acteur diplomatique
dans le jeu sur la scène internationale. Tout ça, toute cette lutte, tout ce travail, tout 100 ans d'efforts qui viennent de franchir une véritable étape extrêmement significative qui va redonner des couleurs à l'ensemble du monde arménien. Arat Oranian, merci pour ces éclaircissements. Donc, et puis à une prochaine étape qui est sans doute pour vous le dîner du CCAF qui aura lieu fin janvier. Absolument. Merci à vous, Arat Oranian. Merci à vous. Alors, Jules Boyadjian, vous venez d'entendre Arat Oranian. C'est vrai que le combat de la cause arménienne, il est aux États-Unis, mais il est également en France, et qu'il ne porte pas uniquement sur la question de la reconnaissance et de la réparation du génocide, mais il y a bien d'autres sujets. Il faut tout de même s'attarder un petit peu sur ce qui se passe en France avec l'attitude de Maxime Gouin. Je pense qu'il faut qu'on soit plus sévère, plus dur et plus à l'initiative encore sur cette question-là, puisque c'est extrêmement grave ce qui se produit. Il y a le pouvoir de la dénonciation publique. Et en France, le génocide arménien, il est communément accepté. Et cette mise en cause avec, d'une certaine manière, le même cynisme et le même flegme que celui des génocidaires est quelque chose qui doit faire l'objet d'une dénonciation. Sur la question prioritaire de constitutionnalité, moi je suis extrêmement confiant, pour la simple et bonne raison que le lobby turc a d'ores et déjà essayé de poser une question prioritaire de constitutionnalité en attaquant les programmes d'histoire qui enseignaient le génocide des Arméniens. Et à 2 reprises, de manière constante, le Conseil d'État a rejeté les questions prioritaires de constitutionnalité. C'est-à-dire que c'est une chose d'enregistrer la question prioritaire de constitutionnalité, mais le Conseil d'État a décidé à 2 reprises, dans une position constante, de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel. La jurisprudence, la décision de conformité, en l'occurrence de non-conformité, de la loi Boyer en 2012, a également permis à ce que le Conseil constitutionnel s'exprime de manière incidente sur la loi de 2001, il n'a absolument pas remise en cause. Donc la volonté, en fait, de la part de la Turquie, c'est de vouloir mettre le doute. Et de vouloir mettre cette espèce de doute raisonnable qui aurait pour effet de mettre en cause la réalité historique. Et je pense qu'il faut le dénoncer, et il faut le dénoncer très, très durement. Et je pense que sur cette question-là, il faut être d'une extrême sévérité, et qu'il faut l'être encore davantage dans le contexte. Par rapport aux autres actualités de la cause arménienne, on l'a très bien dit, et d'ailleurs l'ANC aux États-Unis est également sur différents fronts. Nous sommes aujourd'hui extrêmement investis sur la question de l'Artsakh. Il ne vous a pas échappé que nous sommes dans une période de turbulence avec les autorités françaises qui, je pense, n'ont pas pris la dimension de la sensibilité de l'Artsakh pour la communauté arménienne de France et même plus globalement pour les amis de la cause arménienne. L'enjeu, c'est la liberté d'un peuple qui n'a qu'une seule volonté, celle de vivre dans la liberté. Et en se faisant d'une certaine manière le petit télégraphique de l'Azerbaïdjan, les autorités françaises et les préfectures, mettent mal à l'aise les hommes qui doivent incarner ces positions, et 2, n'honorent pas l'histoire de la France et l'histoire de la place de la France, de la place des Arméniens en France. Et ça, nous allons le rappeler avec force. Et nous allons également le rappeler lors des prochaines échéances politiques, puisque l'Azerbaïdjan a ses pétrodollars extrêmement sales. Nous avons notre bulletin de vote, et il est très clair que nous ne l'oublierons pas. Bien, merci beaucoup Jules Boyadjian. Nous avons en ligne Mourad Papazian. Mourad Papazian, merci de nous rejoindre de nouveau. Merci à vous. Vous avez entendu Arat Oranian et Jules Boyadjian. C'est vrai que on surfe sur cette victoire au Sénat américain, mais que le combat de la cause arménienne ne s'arrête pas. Non, bien sûr, il ne s'arrête pas. Je voulais revenir quelques instants sur l'inversion de la pyramide en fait de décision. On était dans des années précédentes dans une dynamique où en fait des décisions venaient du haut vers le bas. En fait, le président américain ou peu importe un dirigeant décidait, et puis en fait derrière les pouvoirs
législatif s'exécutait. Aujourd'hui, aux États-Unis, prenons cet exemple-là, parce que l'émission est organisée autour de cet exemple-là. En réalité, il y a eu une pression de l'opinion publique américaine sur cette question de la réalité du génocide arménien et de l'attitude des États-Unis. Et puis, je crois, tous les États américains, sauf un, ont reconnu le génocide arménien. Oui, c'est l'Alabama. Voilà, tous les États américains ont reconnu le génocide arménien. Et puis, de plus en plus d'États américains reconnaissent l'indépendance de l'Artsakh. Et puis, la Chambre des représentants, le 29 octobre, a reconnu le génocide arménien. Et puis, le Sénat, les sénateurs ont reconnu le génocide arménien. Il y a une espèce de volonté de s'émanciper de tout ce qui est injuste, de tout ce qui représente l'injustice, au-delà même aujourd'hui de la raison d'État. Et en fait, il y a une espèce de dynamique dans le monde aujourd'hui, on le voit bien, où les opinions publiques, en fait, descendent dans la rue, où les opinions publiques mettent au défi de pouvoir installer, où les opinions publiques en ont assez, en fait, de ce fonctionnement-là. Donc je pense qu'à un moment donné, l'opinion publique américaine, les États, la Chambre des représentants, les sénateurs, en fait, vont peser de plus en plus sur le président américain. C'est pour ça que je comprends ce que disait Frédéric Ancel tout à l'heure sur l'aspect, les enjeux effectivement géopolitiques extraordinaires et les dangers qui pourraient guetter les relations entre la Turquie et les États-Unis si Trump devait à son tour prononcer le mot génocide. Mais à la faveur de ce qui vient de se passer, de ce que je viens d'expliquer, il y a également les élections aux États-Unis dans moins d'un an. Et le 24 avril, on sera à 6 mois des élections américaines. Donc je pense que là encore, la pression va s'accentuer sur le président américain et donc on ne sait pas en réalité ce qui peut se produire. Je vais rejoindre cette même dynamique en Turquie, où le président Erdogan ne sera pas réélu la prochaine fois. C'est sûr et certain. Vous verrez. Aux prochaines élections, Erdogan tombera, chutera, d'accord, parce qu'en fait, il est allé dans l'excès. Il est allé dans l'excès non pas uniquement sur la question des Arméniens, mais sur toutes les questions, il est allé à l'excès. Et ce sont les Turcs eux-mêmes qui vont faire tomber Erdogan, avec tout ce qu'il représente de détestable à tous les niveaux. Ceux-là même qui l'ont porté au pouvoir il y a à peu près 15 ans, en fait, vont organiser sa chute dans quelques années à la faveur des prochaines élections. Et c'est comme ça dans tous les pays. Dans tous les pays où des dirigeants seront dans l'excès, en fait, eh bien, ils seront condamnés à chuter. Voilà ce qui se prépare dans les mois et les années qui viennent. Alors, Mourad Papazian, Jules Boyajian voulait dire un mot. Oui, moi je voudrais abonder dans ce que vient de dire Mourad sur la question de la volonté des peuples et combien leurs représentants s'en font l'écho. Aux États-Unis, on est dans un contexte extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une procédure d'impeachment contre le président Trump. Adam Schiff, qui est un peu le René Rouquet américain, Adam Schiff est également dans sa vie de tous les jours, à 99% de son temps, à la tête de la commission qui doit mener l'impeachment contre Donald Trump. Et vous voyez, ça n'a pas empêché une majorité extrêmement large de soutenir la résolution reconnaissant le génocide arménien à la Chambre. Au Sénat, de la même manière, alors qu'on est dans un contexte extrêmement sensible où un président risque de subir un empêchement pénal, on a là aussi une unanimité qui ressort. C'est pas quelque chose de neutre. Vous imaginez, matin, midi et soir, Adam Schiff s'en prend au président de la République et à un moment de la journée, il appelle l'ensemble des congressmen à reconnaître le génocide des Arméniens et l'ensemble des congressmen, à l'exception de quelques-uns, reconnaissent le génocide des Arméniens. C'est quelque chose de pas neutre et qui donne de la signification à ces votes qui ont eu lieu aux États-Unis, et ça vient abonder ce que dit Mourad Papazian. Il y a quand même une prise en compte, aussi l'entrée de la réalité du génocide dans les esprits contre lesquels il devient de plus en plus difficile de lutter de bonne foi. Et par ailleurs, là encore pour abonder dans ce qu'a dit Mourad, la réaction grotesque
en réalité totalement grotesque de la part de la Turquie, mais grotesque à l'image de ce qu'est Erdogan, a pour effet en fait d'endosser le génocide et le négationnisme par la mise en cause de ces décisions, par le fait d'entreprendre par l'intermédiaire de Maxime Gouin des initiatives contre la France et contre les dirigeants de la cause arménienne. Eh bien en fait ils endossent le génocide, et ça encore, cette chape de plomb, cette volonté d'étouffer les peuples, eh bien un jour les peuples se réveilleront. Merci, Jules. Mourad Papazian, quand on voit justement l'efficacité de cette diplomatie, de cette deuxième armée de la diaspora que constituent les militants de la cause arménienne aux États-Unis, mais aussi à travers le monde, on se dit qu'il y a là une chance phénoménale pour permettre à l'Arménie de se développer, d'aller encore plus de l'avant. Pensez-vous que qu'on peut encore améliorer les relations à travers ces militants de la cause arménienne, entre l'Arménie et la diaspora? Mais il le faut évidemment, puisque les destins sont intimement liés, et que l'Arménie a la chance depuis l'indépendance en réalité d'avoir une diaspora qui était déjà extrêmement bien organisée, puissante, des relais politiques et diplomatiques. Je disais, la diaspora, c'est la diplomatie officieuse de l'Arménie, et tous les présidents arméniens, tous les dirigeants arméniens l'ont d'ailleurs tous noté, tous signalé, tous reconnu. C'est que la diaspora, dans son implantation, dans son organisation, à travers ces structures militantes, politiques, diplomatiques, sont un relais extraordinaire pour l'Arménie, irremplaçable en réalité, irremplaçable. Et c'est la raison pour laquelle, bien sûr que les relations doivent encore s'améliorer, bien sûr que les relations doivent être des relations d'échange et de collaboration, et non pas des relations hiérarchiques. Personne ne domine l'autre. Personne ne donne de l'ordre à l'autre, évidemment, ni dans un sens ni dans l'autre. Et c'est justement dans cet état d'esprit-là que, y compris à l'avenir d'ailleurs, les relations doivent s'améliorer, parce que nous sommes condamnés à améliorer les relations entre l'Arménie et la diaspora. Je voudrais même vous aller chercher un peu loin, parce que je sais à quoi vous faites allusion, mon cher Harout, on se connaît tellement bien. Y compris lorsque le Tashnaksutyun avait été interdit sous les von Ter-Petrosyan, les Haïtad, qui sont liés au Tashnaksutyun, avaient continué, les CDCA, les bureaux de la cause arménienne, avaient continué à jouer un rôle de relais en faveur de l'Arménie, en faveur de l'État arménien, parce que nous savons faire la différence entre les autorités et l'État. Les autorités sont de passage, elles sont toutes de passage, y compris les autorités actuelles. Alors que l'État doit se renforcer, parce que c'est l'État qui est le garant de la pérennité du peuple et de la nation arménienne. Alors oui, nous sommes dans cet état d'esprit-là. Nous sommes dans l'état d'esprit de continuer à renforcer encore et toujours la position de l'Arménie, la position de l'Artsakh, et la position de la diaspora, parce que c'est un ensemble qui est un ensemble, condamné à réussir. On n'a pas le choix, d'accord? Moi, je vais abonder exactement dans ce qu'a dit Mourad, c'est-à-dire que il y a parfois une tentation, une lecture un petit peu bas de plafond qui consiste à opposer les intérêts de la cause arménienne, les intérêts de l'Arménie. Il n'y a pas d'intérêt, que ce soit pour la cause arménienne ou que ce soit pour l'Arménie, qui n'est pas pour finalité la libération du peuple arménien. Et à partir de ce moment-là, créer des oppositions factices n'a absolument aucun sens. Donc tout le travail qui est fait en diaspora est in fine au bénéfice de la mère patrie et donc de l'État arménien. Et vouloir hostiliser, opposer ces positionnements-là n'a strictement aucun sens. Et par ailleurs, Mourad l'a très bien démontré, c'est absolument faux sur le fond. C'est-à-dire que moi je suis pas totalement d'accord avec ce qu'a dit Ara tout à l'heure. Moi je pense que l'évolution de l'Arménie n'a eu aucun impact sur la reconnaissance du génocide des Arméniens par les États-Unis. En revanche,
que le Premier ministre arménien vienne d'une certaine manière conforter, valider, se féliciter, c'est une voie qui est utile quand nous travaillons pour la reconnaissance du génocide arménien. Il l'a fait et c'est une excellente chose. Alors Moulad, je voudrais juste dire que en fait nous gagnons lorsque nous sommes en cohérence entre la République d'Arménie, les autorités de l'Arménie et la diaspora, en cohérence sur la cause arménienne, Et je dois dire, on doit à l'honnêteté de dire et à la vérité de dire que depuis 1998, lorsque l'Arménie a enfin décidé de mettre à l'ordre du jour de sa politique étrangère la question de la reconnaissance du génocide arménien et de la défense de la cause arménienne, et que depuis 1998, effectivement, il y a eu entre les différents ministres des Affaires étrangères d'Arménie et les bureaux de la cause arménienne, les CDCA et la FRA à travers le monde, une stratégie commune d'action pour les reconnaissances. C'est là où les reconnaissances se sont multipliées également. Et nous sommes dans cette continuité aujourd'hui. Nous sommes dans la continuité d'une politique qui a été au niveau de la politique étrangère de l'Arménie, qui a été instaurée en 1998. Je parle au niveau de la question de la défense de la cause arménienne et de la question de la reconnaissance du génocide arménien, qui était à l'agenda en 1998 et qui est encore à l'agenda aujourd'hui du ministre des Affaires étrangères d'Arménie. Voilà. Et c'est bien, il faut que ça continue comme ça. On peut avoir des divergences sur d'autres plans, mais sur celui-là, heureusement, depuis 1998, il y a une constance. Il faut que ça continue. Alors, dernière question pour vous deux, nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Quels sont, à votre avis, je ne vous demande pas de lire dans la boule de cristal, mais quelles sont les prochaines victoires ou vers quel autre pays maintenant il faut mettre la pression pour que justement nous obtenions encore d'autres victoires? Pour moi, la prochaine victoire, ce sera lorsque le gouvernement français arrêtera d'attaquer ces chartes d'amitié avec l'Artsakh. Et je pense que cela va arriver, puisque vous me demandez quelle va être la prochaine victoire. Je pense que ça va arriver dans les prochaines semaines. Je pense qu'il y a eu une méconnaissance, une certaine forme de, d'ignorance de la sensibilité de ce sujet. Et je ne désespère pas que dans les semaines qui viennent, la raison l'emporte et que l'amitié puisse prospérer et que ces chartes d'amitié puissent vivre. Et je pense que dans les toutes prochaines semaines, avec la mobilisation de la communauté arménienne, je l'ai dit déjà à ce micro il y a quelques semaines, nous allons remporter cette victoire-là. Moulad Papazian. Je ne vais pas faire de pronostic. Vous savez, il y a plusieurs dossiers qui sont sur le feu depuis plusieurs années déjà. Et il est évident que la reconnaissance par les États-Unis, en tout cas par les deux chambres, donc va accélérer certains processus dans certains pays, va nous donner également de la force. Donc nous verrons bien, mais je vais pas faire de pronostic. Ce que je veux dire également, c'est que sur le flanc français, effectivement, nous vous donnons rendez-vous au dîner du CCF le 29 janvier, en présence du président de la République Emmanuel Macron. Pour nous, je veux souligner ce qu'a dit Jules sur la question de l'Artsakh. C'est notre priorité également ici. Nous pesons extrêmement fort sur les autorités pour que cessent effectivement ces attaques par les préfets contre les maires qui ont signé des chartes d'amitié. Donc nous engageons au niveau du CCAF avec Ara Toranian un dialogue un dialogue permanent avec l'Élysée et les pouvoirs publics, effectivement pour que là aussi l'espèce de parenthèse malheureuse que nous avons vécue en 2018-2019 cesse et qu'on reparte sur de bons rails avec le gouvernement français sur la question de l'Artsakh notamment. Pas uniquement, mais notamment. Eh bien, nous aurons l'occasion de toute façon de revenir sur ce dîner du CCAF. Merci à vous, messieurs. Nous étions donc aujourd'hui pour parler de cette grande victoire au Sénat américain. Sur ce plateau, nous avions Jules Boyadjian. Et également, nous avons eu Elisabeth Chouljian et Frédéric Ancel au téléphone, ainsi que les coprésidents du CCAF, Ara Toranian et Moulad Papazian, qui est par ailleurs membre du bureau mondial de l'affaire Atashokstun. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine, jusqu'à la semaine prochaine.
Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.